Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Oula. Il est 19h, l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les trois principaux titres. Nous revenons ce soir sur l'écrasante victoire des Lions de l'Atlas hier face au Mali pour les qualifications mondiales 2018 en Russie. Les Lions de l'Atlas n'ont fait qu'une bouchée des aigles maliens, dominés de bout en bout de la partie 6-0 en fin de rencontre. Eid al-Adha, un moment de retrouvailles familiales à Oujda après le dépeçage du mouton. On se réunit autour de la table pour déguster les plats typiques de la région et surtout la spécialité du jour, boulfet. La deuxième journée de l'Eid est destinée à la découpe du mouton. Pour beaucoup, c'est le boucher du coin qui se charge de cette besogne. Il est le plus outillé pour réaliser cette opération. Reportage à Rabat. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République socialiste du Vietnam à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, a reçu aujourd'hui à Mina les chefs des délégations officielles pour le pèlerinage 1438, dont le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Al-Araj, à la tête de la délégation marocaine. Dans une déclaration, M. Al-Araj a indiqué avoir transmis aux serviteurs des lieux saints les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que les remerciements et l'estime du souverain pour les efforts déployés par l'Arabie saoudite afin de permettre aux pèlerins d'accomplir les rites du Hajj dans la quiétude. À cette occasion, le roi Salman ibn Abdelaziz a chargé M. Large de retransmettre ses salutations fraternelles et son estime à Sa Majesté le roi et au peuple marocain, mettant en avant les attaches de fraternité et d'affection unissant les deux familles royales, ainsi que la solidité des liens fraternels séculaires entre les deux peuples. Et puis à Mina, à quelques kilomètres de la ville sainte de Mecca et au premier des 3 jours de Tashriq, plus de 2 millions de pèlerins du monde entier ont accompli le rite de lapidation des 3 stèles symbolisant Satan, un rite qui se déroule sous haute sécurité pour prévenir tout éventuel accident d'embouteillage au niveau des Jamarats. Après donc le stationnement de Arafat jeudi, l'accomplissement des rites d'Al-Adha et de lapidation de la grande stèle hier vendredi, les pèlerins poursuivent l'accomplissement du Hajj par le tawaf de l'Ifada et la lapidation des petites, moyennes et grandes Jamarats aujourd'hui et demain pour la majorité des pèlerins et également après-demain pour ceux des pèlerins qui le souhaitent, les journées de Tashriq étant au nombre de 3. Nous le disions en titre, on va parler sport, vous devinez, nous allons revenir donc sur l'écrasante victoire du Maroc face au Mali 6-0 dans le cadre de la 3e journée des qualifications mondiales 2018, groupe C. C'est devant plus de 50 000 spectateurs et supporters au complexe Prince Moulay Abdallah Rabat que les Lions de l'Atlas ont dévoré les aigles du Mali grâce notamment à un doublé de l'excellent Hakim Ziyech. Avec cette victoire, le Maroc occupe la première place du groupe en match avant le match retour, donc mardi prochain à Bamako. Nous revenons ce soir sur les différentes phases de la rencontre. Mohamed Bentarka et Mohamed Aitlishkar. Hier soir, face au Mali, c'était le grand retour d'un Hakim Ziyech en pleine forme, omniprésent. Hakim Ziyech qui a ouvert le festival des buts suite à un pénalty à la 19e minute de la rencontre. Le joueur de l'Ajax Amsterdam est également à l'origine du 2e but du Maroc à la 27e minute. À la 61e minute, on retrouve Hakim Ziyech qui, grâce à un exploit individuel, marque le 3e but de la rencontre. Hakim Ziyech qui sert Achraf Hakimi pour la 4e réalisation à la 72e minute.
Nous avons travaillé dur. Tous les joueurs ont été performants, oui. Nous devons être fiers d'avoir gagné 6-0. Maintenant, nous devons nous focaliser sur le prochain match. Faisal Fajr signera le 5e but de la rencontre à la 86e minute, suite à une faute de la défense malienne. Et à la 88e minute, et de 6 buts signés Mimoun Mahi. J'ai marqué un beau but, mais la victoire. On mérite la victoire. Il y a encore le match retour à jouer. Après, nous serons fixés. On a fait un très bon match aujourd'hui. Voilà, on a mis beaucoup de buts, on n'en a pas pris. On sait que si on veut aller à la Coupe du Monde, ça passe par des victoires maintenant, parce qu'on n'avait fait que des matchs nuls. Donc voilà, on est très content du match de ce soir. Et on va y aller maintenant bien se préparer pour aller chercher les 3 points au Mali, Inch'Allah. Hier à Rabat, le Mali a complètement sombré et a terminé la rencontre à 9. Quant au 11 national, il s'est découvert un véritable meneur de jeu, Hakim Ziyech. Le retour de Hakim Ziyech, un grand monsieur honnêtement, et il a été exemplaire sur tout ce qu'il a fait. Il a l'état d'esprit, il a travaillé défensivement, offensivement. Il a été pratiquement au début jusqu'à la fin du match, il était là, il était présent, il a fait jouer ses coéquipiers, il a marqué. Grâce à cette victoire, le 11 national prend la première place de son groupe devant la Côte d'Ivoire qui affronte le Gabon à Libreville. Quant au Mali-Maroc, ils seront opposés au match retour mardi prochain à Bamako. Et on vient de l'apprendre, le Gabon s'est incliné face à la Côte d'Ivoire 3-0 et c'est donc la Côte d'Ivoire qui prend la tête du groupe C, le Maroc est en 2e position. Et puis, vous l'avez remarqué, vous l'avez vu, chaud d'ambiance dans les tribunes lors du déroulement du match, mais liesse populaire et scène de joie dès le coup de sifflet final à travers les différentes villes du pays. Après cette belle victoire des Lions de l'Atlas, coups de klaxon ont animé les rues de la capitale, Rabat, comme vous le voyez sur votre écran, agitant le drapeau national pour saluer cette écrasante et belle victoire des Lions de l'Atlas sur les Aigles du Mali. Les supporters étaient aux anges. Autre fête, et là nous parlons de Eid al-Adha, un moment de communion et de partage, mais surtout une occasion de célébrer la fête en famille. À Oujda, après le dépeçage du mouton, on se réunit autour de la table pour déguster la spécialité du jour, boulfef, brochette accompagnée d'un bon verre de thé et autres petits plats typiques de la région. Certains membres de la famille installés à l'étranger ont retardé donc le départ pour savourer ces moments de retrouvailles familiales. Rachid Latabi, Mohamed Aitleshkar. Les temps forts du rite seront revisionnés avec les amis une fois de retour au pays d'accueil. Pour le moment, tous les adultes mettent la main à la carcasse et on dégage déjà le foie qui est examiné pour vérifier qu'il ne présente pas de kyste. Et déjà peut commencer la préparation des fameuses brochettes boulfaf, enveloppées de minces couches de graisse selon une pure tradition commune à toutes les régions du Maroc. Des brochettes grillées sur un brasero au feu de charbon de bois, consommées ensuite avec modération, accompagnées de verres de thé à la menthe. Une excellente immersion dans les traditions pour l'apprentissage également du rite religieux et du rituel d'Al-Eid pour les enfants des MRE. La tradition se passe très bien au Maroc, avec la famille. C'est la deuxième année que vous avez assisté? C'est la deuxième année, oui. La première j'ai passé ici, la deuxième aussi. La deuxième année j'ai passé ici. Est-ce qu'il y a une différence entre la fête de l'Aïd en France et au Maroc? Ah, la fête de l'Aïd en France et la fête de l'Aïd de Oujda, c'est pas pareil. Et puis, la fête en famille permet la transmission de savoir-faire culinaire de génération en génération, comme ici pour la bkbouka, une spécialité de l'oriental. La bkbouka est préparée à base d'aba, foie, cœur notamment. On y ajoute également du riz. Et ce plat est préparé traditionnellement depuis des générations.
Eid al-Adha, rite, rituel, entraide, solidarité, joie de se retrouver en famille et transmission des traditions. Et comme chaque année en pareille circonstance, la deuxième journée de Eid al-Adha est destinée à la découpe du mouton. Il y a les plus expérimentés pour qui cet exercice fait partie des traditions familiales liées au rituel d'Al-Eid. Il y a ceux qui préfèrent aller chez le boucher du coin, le plus outillé pour réaliser une bonne découpe. Reportage à Rabat réalisé par Soufiane Ibrahimi sur un commentaire de Nissim Hamdaoui. Le balai de carcasse de mouton a commencé tôt ce matin chez les bouchers de la capitale. L'heure du dépeçage a sonné. La découpe du mouton est réalisée selon la demande du client. Voici vos côtelettes, ça vous va? L'affluence a commencé dès hier. Nous découpons la carcasse selon les envies des clients. Nous en ressortons des côtelettes, des brochettes, l'épaule et de la viande pour tagine. Nous sommes bien équipés pour offrir un bon service. Nous découpons les carcasses dans les meilleures conditions d'hygiène et de manière professionnelle. Les gens repartent très satisfaits de notre travail. Le prix du dépeçage est abordable, 70 dirhams le mouton. Fini le casse-tête de découpe de la carcasse du mouton à la maison, à l'ancienne et des fois même à l'aveuglette. Les ménages se déplacent de plus en plus dans les boucheries pour gagner du temps et gagner en rendement de viande, en évitant les pertes. Ça épargne aux femmes tout un travail laborieux. Quand tu vois le résultat réalisé en seulement 15 minutes, tu te dis que cela vaut vraiment la peine. Le dépeçage est réalisé dans les règles de l'art de la découpe. Contrairement à la maison, où la découpe n'est pas du tout réussie. Pour nous, c'est également une économie de temps et d'énergie. Une tâche de moins. Après dépeçage, les différents morceaux de viande sont enfin prêts à être mis au frigo et triés selon les traditions culinaires. On passe à présent à l'actualité internationale soumise à la pression croissante des forces syriennes soutenues par l'aviation russe. Les terroristes de Daesh transféreraient véhicules blindés, armes et munitions dans la région de Deir ez-Zor. L'aviation russe a détruit de nouvelles cibles, notamment des dépôts de munitions, un poste de contrôle et plus de 20 camions chargés de carburant. La ville syrienne de Deir ez-Zor est assiégée depuis 3 ans par les terroristes qui ont privé plus de 100 000 personnes d'eau, de médicaments et de produits de première nécessité. La libération de Deir ez-Zor marquera la débâcle complète du groupe terroriste autoproclamé État islamique en Syrie. Direction l'Allemagne, près de 70 000 personnes vont être évacuées de leur quartier demain pour permettre de désamorcer une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. La bombe d'une tonne 800 contiendrait près d'1,5 tonne d'explosifs. Elle a été découverte au cours de travaux dans une rue du quartier de Westend, près du centre-ville et du zèle principal, artère commerçante de Francfort. La plus grande évacuation due à un déminage de ce type s'est déroulée à Augsbourg, dans le sud du pays. C'était le 25 décembre 2016. Quelques 54 000 personnes avaient dû quitter leur logement. Et puis les inondations en Inde, au Népal et au Bangladesh font près de 1500 morts. Rien qu'en Inde, 1300 personnes sont mortes depuis le mois de juin dans ces intempéries. Au Népal et au Bangladesh, un tiers de ces deux pays est toujours sous les eaux. Des pluies torrentielles de mousson s'abattent depuis la mi-août en Asie du Sud-Est. Les autorités craignent désormais la propagation de maladies comme le choléra. Les écoles ont été fermées. Les spécialistes de la météo prédisent une extension du phénomène jusqu'au Pakistan.
Partons à présent en Italie où se déroule depuis ce mercredi la 74e Mostra du cinéma de Venise. 21 longs métrages concourent cette année dans la compétition officielle. Après Jane Fonda et Robert Redford en ouverture, c'était au tour de l'autre immense star américaine George Clooney de présenter en avant-première mondiale son 6e film en tant que réalisateur. Dominique Orlando. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement. En accédant aux toutes premières images du dernier film de Monsieur George Clooney, on comprend pourquoi a-t-il eu besoin d'y associer à l'écriture du scénario les deux frères Cohen. Et alors cette histoire modeste d'une famille américaine à la fin des années 50 ne tarde pas à virer au cauchemar. Aux côtés de Matt Damon, Julianne Moore y interprète deux personnages bien distincts qui, à défaut de réconcilier la famille, finit par la faire imploser. J'aime que les personnages soient très largement identifiables par le public. Ils représentent ici la classe moyenne américaine. C'est le cas notamment des deux sœurs que j'incarne dans le film et qui sont à l'opposé l'une de l'autre. En fait, ce que n'a pas réussi l'une, l'autre en fait sa raison d'être et pour cela, elle est capable d'aller jusqu'à l'éliminer. Il s'agit de traiter les ravages de l'envie. L'équivalent d'une véritable mise en boîte du fameux rêve américain qui prévalait en particulier à cette époque, mais qui ne permet pas d'occulter les problèmes liés notamment au racisme des communautés entre elles. Du George Clooney sur mesure qui n'hésite jamais à donner son point de vue à chacun de ses nouvelles réalisations. Beaucoup se demandaient pourtant si sa place était justifiée dans cette compétition officielle. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Mohamed Reda Labidi pour la prochaine édition d'Information fixée à 21h. Une excellente soirée et à demain.